De l'actualité aujourd'hui, à la grève SNCF, première épreuve de force sociale pour le gouvernement, viennent s'ajouter de nouveaux défis, blocage des universités ou encore évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des dossiers à haut risque qui pourraient peser dans la gestion du conflit des cheminots. Pour l'heure, le message est dans la fermeté, mais jusqu'à quand, Clément Perrault? Emmanuel Macron va parler, et ce dans la longueur. 2 interviews en une semaine. Il sera d'abord jeudi dans le journal de 13h de TF1. L'interview se fera dans l'école primaire du village de Berduis, dans l'Orne. Dimanche soir, il sera cette fois sur les antennes de BFM et d'RMC pour répondre pendant 2 heures aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart. Des choix de format forcément stratégiques. Le 13h de TF1 représente la France périphérique, la France des provinces, celle finalement qui représente la majorité des Français. Emmanuel Macron est considéré aujourd'hui dans ses critiques comme étant le président des riches et le président des villes, des urbains. Pour Plenel et Bourdin, on est dans l'exact contrepoint à l'interview qui avait été réalisée il y a quelque temps avec Laurent Delahousse à l'Élysée. Cette interview consensuelle était largement critiquée. Aujourd'hui, Plenel et Bourdin sont ceux qui vont aller chercher le président où il est. Ils vont aller le pousser dans ses cordes et essayer de lui apporter une vraie contradiction. L'enjeu pour le président sera de se montrer rassembleur tout en affichant une certaine fermeté, voire de l'autorité. Cela transparaît déjà clairement dans la communication de l'exécutif. Dimanche, dans Le Parisien, Édouard Philippe a réaffirmé sa détermination à aller jusqu'au bout de la réforme du rail. Ce matin, autour de Gérard Collomb, cette fois au sujet de Notre-Dame-des-Landes. En France, l'autorité doit régner partout et que la loi doit être respectée partout. C'est la condition même pour que nous puissions vivre en société. Ce plan médiatique intervient à un moment où les enquêtes d'opinion indiquent une baisse de popularité de l'exécutif. Une opération séduction aux accents de communication de crise. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Janine Calimi, bonjour. Merci d'être avec nous, rédactrice en chef adjointe au service politique du journal Parisien. J'accueille également Florian Silnicki, bonjour. Vous êtes expert en stratégie de communication, fondateur de l'agence spécialisée en communication de crise, la Frenchcom. Merci d'être avec nous. Et puis Stéphane Vernet, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef délégué, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Première question pour vous, Stéphane Vernet, puisqu'on voit cette évacuation de Notre-Dame-des-Landes. C'est un dossier ultra sensible pour le gouvernement, car le moindre dérapage pourrait influencer, je le disais, la gestion des autres mouvements sociaux en cours. Oui, c'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, les différents mouvements ont pour objet, alors consciemment ou inconsciemment, de se coaguler. On parle de convergence des luttes un peu partout. Sur le sujet de l'évacuation de la zone à défendre Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, le danger, effectivement, c'est le spectre d'un nouveau Rémi Fraisse, c'est-à-dire un manifestant qui serait mortellement blessé, grièvement blessé. Moi, j'entendais le général de gendarmerie qui commande l'opération ce midi, qui disait que l'objectif pour eux, c'était qu'il n'y ait aucun blessé, ni dans les rangs des gendarmes mobiles, ni dans les rangs des manifestants. Mais en face d'eux, ils ont un petit nombre de gens qui sont parfaitement déterminés à créer des incidents, à blesser des gens, et qui sont tout à fait susceptibles de se blesser eux-mêmes. Donc effectivement, il y a un risque. Le calendrier était-il opportun pour le gouvernement de procéder à cette évacuation de la ZAD dès aujourd'hui, Florian Silnicki, alors qu'on est en plein mouvement social à la SNCF et que le blocage des universités continue? Il n'y a pas de bon calendrier. Il est déjà trop tard, au fond, pour faire évacuer cette zone. Les Français, ils expriment dans toutes les études d'opinion leur ras-le-bol du maintien de cette situation et ils attendent des actes forts. Et là, Emmanuel Macron, comme d'ailleurs pour la suite de la réforme de la SNCF, il a besoin de mettre en scène son autorité pour mieux d'ailleurs apparaître comme très clivant par rapport à la présidence de François Hollande qui, elle, avait été jugée très faible. Janine Calimi, c'est vrai qu'on va voir la une du Parisien dimanche avec le Premier ministre Édouard Philippe. Nous irons jusqu'au bout. C'est cette fermeté affichée du gouvernement. Est-ce que c'est la bonne stratégie, selon vous, justement, aujourd'hui, quand on voit cette accumulation des mécontentements? Le gouvernement, d'abord, est convaincu de ce qu'il fait, et deux, il ne va pas faire marche arrière maintenant. On en est au 4e jour de grève. Son discours est de dire qu'effectivement, il est non seulement plus fort que François Hollande, mais il est également, même s'il ne le dit pas explicitement, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus courageux que Alain Juppé
Juppé il y a une vingtaine d'années. Il ne va pas reculer maintenant, alors que lui, il dit que sa méthode est en œuvre, est en marche, avec la discussion, les négociations ou la concertation avec les partenaires sociaux, Elisabeth Borne, la ministre du Transport. Et puis, à partir de tout à l'heure, là, de maintenant, il y a une heure environ, la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, puis la semaine prochaine, je crois, au Sénat. Donc, il n'est pas question pour eux, pour le gouvernement et pour l'exécutif et pour Emmanuel Macron, de faire une marche arrière quelconque aujourd'hui. Mais on va peut-être en parler, le fait qu'Emmanuel Macron, alors que ce n'était pas à l'agenda, sorte du bois, si je puis dire, et décide de parler, et combien de fois ? 2 fois dans la semaine, montre tout de même qu'il y a une prise de conscience que l'agenda et la réforme ne se passent pas aussi bien que, peut-être est-ce la référence dans l'esprit du gouvernement, les ordonnances travaillent au mois de septembre et au mois d'octobre dernier. Oui, ça traduit la fébrilité de l'exécutif sur tous ces dossiers, selon vous, Stéphane Vernet ? Cette prise de parole présidentielle, alors qu'il je ne sais pas comment il faut le voir. D'abord, on va l'écouter, on va voir ce qu'il a à dire aux Français. Et puis, moi, je me souviens de la période où les journalistes se plaignaient que le président avait une parole beaucoup trop rare, qu'il ne donnait pas d'interview, qu'il ne se montrait pas à la télévision, que tout ça était très dosé. Là, il fait 2 télés dans la même semaine et on est en train de dire que c'est trop. Donc, non, moi, je pense qu'il faut raison garder. Il se passe quelque chose dans le pays. On a un moment charnière. Il a la volonté de s'exprimer par rapport à ce qui est en train de se dérouler. Il faut l'écouter. Après, juste peut-être pour revenir sur la question des calendriers. Le problème, c'est qu'en fait, les calendriers se télescopent. Et que sur la ZAD, par exemple, le discours, c'était de dire tout le monde tous les occupants qui n'ont pas de titre de propriété en bonne et due forme devront être partis à la fin de la trêve hivernale. Donc, ils devront être partis au 1er avril, en fait, ou au 30 mars. Et du coup, vous ne pouvez pas laisser la situation perdurer ou se dégrader. En fait, ils sont pris au piège de leurs propres promesses. C'est un gouvernement qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Donc, ils sont obligés d'intervenir. Mais effectivement, le calendrier est très mauvais, puisqu'on est dans une séquence sociale très forte. On sort d'attentats, d'un retour des attentats. Enfin, tout ça fait que ça donne l'impression d'une espèce de bouillonnement qui pourrait devenir assez facilement incontrôlable. On parlait, Stéphane Vernet, aussi de la bataille de l'opinion. Florence Iniki nous indiquait qu'il y avait un soutien justement de l'opinion à l'exécutif pour l'évacuation de la ZAD. C'est aussi votre sentiment ? C'est-à-dire que moi, je pense que oui. Alors après, il faudrait vérifier quels sont l'état des sondages d'opinion. Mais si vous voulez, au sein même à Notre-Dame-des-Landes, il y a une partie des gens qui sont des agriculteurs, qui sont des propriétaires occupants, qui eux ont fait l'effort de régulariser leur situation et qui veulent rester, mener un nouveau projet agricole et qui s'entendent pas forcément avec les radicaux qui s'accrochent, et qui veulent s'accrocher à tout prix et qui veulent rester à tout prix. Il y a des tensions entre eux et là, on voit bien qu'en fait, les gens qui font le coup de poing aujourd'hui, ceux qui veulent rester, ce sont des gens qui, finalement, desservent la cause ou qui n'ont aucun intérêt ou aucune réalité par rapport à cette cause. Eux, ils sont dans une stratégie du chaos. Mais c'est les mêmes qu'on voit défiler en tête de cortège ou des cousins très proches qu'on voit défiler en tête de cortège des grandes manifs sociales, quelles qu'elles soient. Ce sont des gens c'est ce qu'on appelle les black blocs, on les appelle les autonomes, l'ultra-gauche, comme vous voulez, mais ce sont des groupes qui sont 100, 200, 300, qui défilent en tête de cortège, qui n'ont rien à voir avec les manifestants réguliers ou classiques qui sont là et qui, eux, ont une revendication à faire valoir, une cause à faire progresser. Eux, ils sont là pour casser. Parce que ce sont des gens qui sont aujourd'hui dans une stratégie du chaos. C'est ceux qu'on voit à l'image ici aujourd'hui. C'est ceux qu'on verra dans les prochaines, ceux qu'on a vus dans les manifs parisiennes, et on les reverra en fait. C'est ceux qui saccagent les vitrines et qui sont là pour faire le coup de poing avec la police. Florence Iniki, Emmanuel Macron est persuadé que la victoire, dans ce bras de fer, sera justement arbitrée par les Français. Pourtant, tout passage en force laisse forcément des traces. Bien sûr. Pour l'instant, Emmanuel Macron, il a au fond de la chance. Il n'y a pas de vraie coalition des contestations. Ils arrivent plutôt bien par leur communication à séquencer et à étanchéiser ces contestations. De plus, on a pour l'instant 56% des Français qui approuvent cette fermeté de l'autorité présidentielle face à cette opinion contestataire. Mais ça révèle quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est le balancier permanent et au fond assez difficile à trouver en termes d'équilibre des stratégies différentes d'Emmanuel Macron entre sa prise de hauteur pour mieux contraster avec les
précédentes et sa volonté d'expliquer et de pédagogiser. On voit bien que malgré cette belle interview du Parisien, Emmanuel Macron, il a besoin de prendre la parole parce qu'il est le seul au fond à avoir le leadership et à pouvoir incarner et à convaincre les Français que ces réformes et les efforts demandés sont nécessaires. En l'état, une partie de l'opinion, et notamment les retraités, ont en travers de la gorge les 80 km/h et la CSG. Et c'est eux qui ont fait son élection. Il a donc besoin de les ramener à lui. Alors justement, avant de parler de son intervention de jeudi, je vous propose de réécouter Emmanuel Macron. Il s'était déjà exprimé sur le caractère impopulaire de ces réformes. C'était en janvier sur France 2. On écoute. Je pense qu'il faut faire ce qu'on a dit. Et il faut le faire le plus vite possible. Parce que s'il y a une crise démocratique, c'est une crise de l'efficacité. Les gens ne croient plus ce qu'on dit. Et donc, je sais une chose, c'est qu'il y a des choses dont je suis personnellement redevable. Et le système tient comme ça. Et donc, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi la part d'impopularité qui va avec certaines réformes. Et quand on est impopulaire, il faut le mériter. C'est-à-dire, la pire des choses, c'est que les gens ne vous aiment pas sans bonne raison. Ensuite, il faut essayer de convaincre. Ça se mérite d'être impopulaire, nous dit Emmanuel Macron. Il y a une forme de cynisme. Ça ne passe pas forcément auprès de l'opinion, ça, Janine Calimi. Écoutez, on peut le voir comme étant une forme de cynisme. On peut le voir aussi comme étant une forme de courage politique, ne s'arrêtant pas, un président de la République ne s'arrêtant pas, effectivement, à l'état de l'opinion, dont on sait en plus particulièrement qu'elle est changeante, labile et volatile. Monsieur Emmanuel Macron disait face à Monsieur Delahousse qu'il faisait ce qu'il avait dit. Sauf que, contrairement par exemple aux ordonnances travail, la réforme du rail et surtout la suppression du statut des cheminots, il n'avait pas explicitement annoncé dans son programme. Il l'avait au détour d'un article ou d'une interview esquissé en parlant qu'il fallait changer les modes de mémoire, les modes de recrutement, les modes d'embauche des cheminots. Il n'avait pas annoncé explicitement et la réforme de la SNCF et surtout la suppression du statut des cheminots, premièrement. Deuxièmement, contrairement aux ordonnances travail et contrairement, on va dire, à la méthode revendiquée par Emmanuel Macron, par Édouard Philippe, c'est-à-dire la concertation en amont. Là, moi, je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Les ordonnances travail, il y avait eu de mémoire 200 ou peut-être 300 heures, enfin plusieurs centaines d'heures de négociations en amont entre Mme Pénicaud et les organisations syndicales. Là, on s'y perd entre les ordonnances, le projet de loi qui va être discuté, les négociations avec les partenaires sociaux, tout ça se passant plus ou moins en même temps, on s'y perd. Et troisième point, excusez-moi, d'un point de vue plus politique, ce que pouvait faire Emmanuel Macron en octobre avec, encore une fois, les ordonnances travail, qui pour moi doit être quand même une sorte de marqueur et dans l'esprit du gouvernement et dans l'opposition. Ces ordonnances travail arrivaient au bout de 3 mois, on va dire, de gouvernement, donc il y avait encore une sorte de dynamique de la présidentielle, une sorte de dynamique et de légitimité. Là, on est quand même au bout de 11 mois. La dynamique s'use un petit peu et surtout le gouvernement, à tort ou à raison, mais enfin je pense quand même que c'est suffisamment fondé, après une coloration de droite. Donc quand on s'attaque, je rappelle... Avec cette étiquette de président des riches qui lui colle à la peau, ça va être l'enjeu, effectivement. Là, il touche quand même à quelque chose d'un totem quand même social, on peut dire ce qu'on veut du statut des cheminots. Donc les choses ne sont pas tout à fait pareilles aujourd'hui et il y a, on va dire, 9 mois au moment des ordonnances travail. Et je pense que c'est ça dont est en train de prendre peut-être conscience Emmanuel Macron, d'où le fait qu'il veuille parler. Je ne dis pas qu'il parle trop, je dis que ça n'était pas à l'agenda du gouvernement, sa prise de parole. Et donc c'est ça qui me fait penser qu'il y a une sorte de fébrilité. Est-ce que le président peut encore prouver, convaincre les Français de la cohérence de toutes ces réformes qui sont menées, on le disait, au pas de charge ? Mais moi, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que Emmanuel Macron considérait depuis l'élection qu'il avait pleine et entière légitimité pour agir, puisque son mantra, c'est de dire on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, c'était dans mon programme, donc j'ai été élu pour ça, et j'y vais, et je déroule mon programme, et j'y vais au pas de charge, parce qu'il faut aller vite, il a que 5 ans, quinquennat assez court, et on sait très bien que toute réforme met plusieurs années, non seulement à être traduite dans les lois, et ensuite à avoir des effets. Donc il veut aller le plus vite possible pour que dans 5 ans, il ait un vrai bilan qui soit visible, manifeste, incontestable. Ok. Le problème, c'est qu'il a pu le faire pour 2 raisons. C'est qu'au départ, cette campagne présidentielle a mis cul par-dessus tête tous les partis politiques dits classiques, qui ont été
balayé, qui était sous l'effet de la sidération et de la stupeur pendant un bon moment. Et deuxièmement, il avait, alors outre cette légitimité sortie des urnes, il avait surtout une France bienveillante, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui se disaient, voilà quelqu'un qui est jeune, qui est nouveau, il en veut, il nous promet plein de choses, on va lui laisser le bénéfice du doute, on va regarder ce qu'il est capable de faire et pour voir si on suit ou pas. Et cette période-là, moi je pense que ce qu'on vit cette semaine, c'est la fin de cette période-là. C'est-à-dire que les partis eux-mêmes se sont progressivement réveillés, ils sont sortis de la stupeur dans laquelle ils étaient plongés, ils sont en train de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire ou à jouer en disant mais non, en fait ce président, certes il a gagné la présidentielle, mais c'est plus un concours de circonstances qu'un choix délibéré, et on peut encore lui mettre des bâtons dans les roues. Et vous avez une partie de la population qui soit sort de l'attentisme, soit commence à douter. Et les deux sont en train de s'agréger, et c'est là qu'on sent qu'il se passe quelque chose qui pourrait monter. Florence Sénéqui, pourtant l'opposition peine à faire entendre sa voix aujourd'hui. Ça laisse quand même pas mal de champs libres à la majorité présidentielle, selon vous? Bien sûr, c'est d'ailleurs une véritable chance d'Emmanuel Macron. Il est, comme dans la campagne présidentielle, apparu d'autant plus fort que les autres étaient faibles et déstabilisés. Et on voit bien aujourd'hui qu'il a une véritable chance sociale, si on peut appeler ça comme ça, et de son point de vue à lui, c'est que le front syndical, il est totalement désuni et qu'il n'arrive pas à mobiliser comme il pourrait mobiliser. Et ça, c'est en l'état une chance. On voit que les équipes de communicants de l'Élysée ont en tête l'idée que ça peut ne pas durer. Et ils ont besoin de faire en sorte que ce front reste désuni et que les Français se mettent de leur côté. Et donc, ils ont en tête que la communication politique, c'est de la politique, mais aussi de la communication. Et donc, ils ont besoin de faire incarner ces projets par Emmanuel Macron rapidement. Je crois en revanche que le plan de communication qui a été décidé, franchement, il n'est pas très efficace. Et il n'est même pas très fondé. Pourquoi ? Je ne vois pas bien quelle est la cohérence et le sens de ces prises de parole successives. Je vois bien l'intérêt de parler ou de tenter de parler au territoire, au terroir, à travers et aux personnes âgées avec le Trésor. Je vois mal l'idée l'intérêt d'aller chez Mediapart pour se mettre en difficulté et se faire bousculer parce que ce sera évidemment le cas. Jeannick Halimi, comment le gouvernement peut-il sortir de cette crise? On voit, vous le disiez, les marges de négociation quant à la réforme ferroviaire sont faibles. Elles sont faibles dans la mesure où, effectivement, il reste déterminé droit dans ses bottes. Maintenant, la négociation continue. La grande difficulté, je crois, là, qui se révèle, si je puis dire, à l'esprit du gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est qu'il comptait, comme vous le disiez, sur la désunion du front syndical, parce qu'il n'y a aucun point commun entre les pilotes d'Air France et puis la SNCF, et puis autant la CGT pense et croit et parie sur une convergence des luttes, autant la CFDT n'y a jamais cru et n'a jamais voulu se lancer là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que ce sont des erreurs de négociation de la part d'Elisabeth Borne, qui est ce qu'on appelle un ministre technique, technocratique, qui connaît parfaitement ses dossiers. Elle a dirigé la RATP. Mais oui, et puis elle a négocié aussi, donc c'est plutôt curieux. Mais enfin bon, en tout cas, aujourd'hui, cette désunion sur laquelle pariait le gouvernement, on ne la voit pas venir. Maintenant, il va y avoir aussi le débat au Parlement. Là, il y a une offensive, effectivement, de la gauche, des partis de gauche. Les partis de droite sont plus gênés parce que, fondamentalement, ils sont plutôt pour cette réforme que n'a pas pu faire, encore une fois, Alain Juppé et bien d'autres gouvernements de droite. Mais vous avez raison, la marge de manœuvre du gouvernement, il va falloir qu'il déploie des trésors de conviction et de pédagogie pour rallier. Je pense que la clé est là. Un syndicat comme la CFDT ou comme l'UNSA. Ce n'est pas joué d'avance. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, au fond, il y a un péché originel, c'est le manque de mise en scène de cette négociation dont on a tenté de communiquer dessus alors même que l'annonce des grèves était déjà faite. On a une ministre techno qui n'a pas su mettre en scène sa volonté de négocier, qui restait très ferme sur ses positions. Et on a un agenda caché qui est le fait que Emmanuel Macron, il ne veut pas aujourd'hui faire son bilan de cette première année. Et donc, il tente de faire en sorte de prendre la main sur l'agenda médiatique en insistant sur un sujet. Stéphane Vernet, comment le gouvernement peut-il faire pour sortir la tête haute de ce conflit sans donner l'impression d'avoir justement lâché un peu sur cette fermeté affichée ?
Mais ce qui est très compliqué, c'est que sur la SNCF, par exemple, il y a le gouvernement a lâché du lest. Mais au moment où il s'agissait de désamorcer le mouvement juste avant. Mais le problème, c'est qu'ils ont abattu leurs cartes. C'est-à-dire que finalement, on touche pas. Enfin, il y a la portabilité des droits en cas de transfert des cheminots vers d'autres entreprises, le calendrier d'ouverture à la concurrence qui est très étagé dans le temps. Enfin, ils ont déjà grillé toutes leurs cartes. Et en face, en fait, on est face à des syndicats ou des grévistes qui sont sur des postures en disant mais nous, on veut pas toucher au statut d'entreprise, on veut pas toucher au statut de cheminot et on veut pas d'ouverture à la concurrence. Sauf que c'est pas possible. Et donc, la négociation, elle est biaisée. Donc, on est sur quelque chose qui forcément est très dur et qui risque de durer longtemps. Et en fait, on est dans un rapport de force sur le mode « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », c'est le premier qui craque qui perd, mais ça peut durer longtemps. Et avec les zadistes, ce qui commence, alors ça n'a rien à voir, mais regardez, ils sont en train d'évacuer la ZAD. Évacuer la ZAD, c'est pas un problème. Détruire les 97 squats, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème à condition qu'il n'y ait pas de blessés, etc., et que ça se passe pas trop mal. Mais après, il faudra la tenir, la zone, parce qu'une fois que les zadistes auront été évacués, ils vont revenir. Et le problème ne sera pas réglé. Et ils vont reconstruire leur cabane. Donc on rentre dans des choses comme ça à l'issue très incertaine et qui peut durer longtemps. Et on voit que tous les ministres sont appelés au secours. Encore hier, Nicolas Hulot, qui était resté assez silencieux sur ces dossiers, est sorti de son silence. Ce n'est pas suffisant, Annick Halimi ? Non, c'est pas suffisant. C'était peut-être nécessaire par rapport au regard de la ZAD et puis au regard d'un projet social, d'une réforme sociale quand même, enfin qui touche à un tabou, un totem social comme le statut de la SNCF. Mais juste pour compléter ce que je disais et ce que vous disiez, si le gouvernement a quand même une carte, me semble-t-il, qu'il n'a pas encore jouée, qu'il prend du temps à sortir, mais bon, après, on n'est pas non plus sous la table des négociations, et qui pourrait être un élément justement de division du front syndical, c'est l'endettement. C'est-à-dire que, et ça le gouvernement l'a dit, et Édouard Philippe l'a dit déjà, hier encore dans nos colonnes aux Parisiens, mais il l'avait dit dès le début du lancement de la réforme, si les négociations avancent, nous allons faire des pas, des négociations aussi bien entre le gouvernement, mais aussi entre M. Pépi, le patron de la SNCF, et les syndicats. Donc c'est également une pression sur M. Pépi. Si les choses avancent en matière de réorganisation de l'entreprise, l'État prendra en charge une partie de cette dette. Donc là, je pense qu'il y a une porte encore qui ne s'est pas totalement fermée, à Mme Borne, à M. Macron, à M. Édouard Philippe, de faire en sorte qu'elle s'ouvre totalement pour que tout le monde, finalement, sorte gagnant-gagnant. Alors effectivement, je ne sais pas comment c'est possible au regard, par exemple, de la France Insoumise ou de la CGT, mais en tout cas, pour que le gouvernement et des syndicats réformistes comme la CFDT puissent en sortir, comme vous disiez, par le haut. Et si le gouvernement arrive à se sortir de ce conflit, est-ce que ça va lui donner un blanc-seing pour la suite du quinquennat ? On voit vraiment, c'est la première épreuve de force sociale pour le gouvernement. Bien sûr. Je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'Emmanuel Macron, comme aucun des présidents qui l'a précédé, ne bénéficie un jour d'un blanc-seing. En l'état, ça me fait plutôt marrer de voir ce président de la République miser la carte Chirac, tenter de délocaliser et d'user de vieilles méthodes de communication via des médias traditionnels dont son équipe n'a pourtant cessé d'expliquer qu'ils étaient totalement contournables, qu'il fallait parler directement aux Français sans passer par le médiateur que sont les journalistes. On voit aujourd'hui qu'il en est tout autre et on tente d'aller chercher le plus grand nombre des Français pour mener une bataille qui n'est plus politique, en tout cas pas que politique, mais aussi une bataille de communication. Un mot de conclusion avec vous, Stéphane Vernet ? Non, mais je crois que ce qui va se jouer dans ces interventions télévisées, c'est essayer de restaurer sa légitimité. C'est remettre 100 balles dans la machine en disant « je suis le président des Français, voilà pourquoi j'ai été élu, faites-moi confiance ». Et l'idée, c'est qu'il faut qu'il réussisse sa prestation. S'il la rate, ça va devenir très compliqué. Et même s'il la réussit, ça va rester très compliqué. Bien, merci à vous pour votre analyse, Stéphane Vernet. Merci Florian Silnicki, merci Yannick Halimi. Comme tous les lundis, notre série Sénateur à domicile.